bienvenue dans cette veille techno de la semaine. Tout commence par quelque chose qui s'affiche en toutes lettres ici même, c'est que Node passe en version 16.0.0. Ce sera la version current. Donc la version 10 qui va partir ne sera plus en on-time support à la fin du mois d'avril 2021. L'enregistrement a lieu en avril 2021, donc c'est pour bientôt. Et donc cette 16 amène quelques nouveautés, alors que vous pourrez voir en détail. Alors déjà une chose intéressante, qui n'a rien à voir avec l'informatique, mais qui est intéressante, c'est que cette version-là, une fois qu'elle passera en LTS, elle s'appellera Gallium, et Gallium c'est un métal dont le point de fusion est tellement bas que si vous le mettez dans votre main, il fond. Voilà, c'est quelque chose qui n'a rien à voir, mais c'est quand même impressionnant. Si vous voulez avoir l'air d'être un super-héros de comics Marvel et de faire fondre du métal dans vos mains, optez pour le Gallium. Ceci dit, ce qui nous intéressera davantage, que vous pourrez voir dans cet article détaillé, que je vous mettrai en description, c'est le fait que vous avez la version du moteur JavaScript passe en 9.0. Et donc de meilleures performances en perspective. Également, pour ceux qui aiment les regex, vous avez maintenant la possibilité d'avoir des indices, de pouvoir récupérer. Par exemple ici, on a des capturing group, on veut détecter les occurrences de Java et de script dans JavaScript, dans ce texte-ci. Et vous pourrez avoir des indices qui vous indiqueront à quel endroit le groupe, ce capturing group apparaît, à quel endroit cet autre capturing group apparaît. Si vous connaissez les regex, ça va vous parler. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez zapper. La chose intéressante, ce que je ne l'avais pas vu passer, c'est que le fait qu'on puisse maintenant utiliser async await avec nos fonctions de timer auxquelles on est habitué, comme set timeout, set interval, etc. Donc vous avez vu async et await de 5000 millisecondes au lieu d'avoir un callback qu'on aurait mis avant d'une fonction que vous voulez appeler dans 5000 millisecondes. Donc c'était quelque chose qui était apparu il y a quelques mois et maintenant qui est intégré dans la version 16 de Node. Et voilà, la version NPM que vous aurez avec cette version, c'est la version 7, Node API, la V8, et la board controller. Ah oui, si, c'est bien. Ça vous permet d'annuler des web requests quand vous le souhaitez. Alors que jusqu'à présent, il n'y avait que RxJS qui nous permettait d'annuler des choses. Donc qu'est-ce que ça veut dire, que c'est les promesses qui vont devenir annulables ou pas? Genre, j'ai pas lu la chose, donc je vais pas vous embrouiller, vous en savez peut-être plus que moi sur ce board controller. Et enfin, pour tout ce qui est de décoder, décoder en base64, donc buffer.atob et buffer.btoa, je ne sais jamais comment on le prononçait, parce que btoa, btoa, bref, pour encoder, décoder vers base64, bien vous avez ces deux fonctions mise à jour, parce qu'elle me parle ces fonctions. Alors il semblerait que non, donc dans Node, visiblement, c'est buffer.atob et buffer.btoa qui vont être intégrés pour des raisons de compatibilité avec des plateformes un peu plus anciennes. Voilà, pour le reste, je vous laisse lire l'article détaillé, parce que c'était vraiment pour tout ce qui va devenir déprécié, etc. Car l'essentiel a été dit. Bienvenue sur Code Concept, la chaîne qui booste votre progression en JavaScript front, back et full stack. Abonnez-vous pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Alors WebRTC existe depuis une dizaine d'années, et ça vous permet d'avoir des... RTC c'est pour Real Time Communications, donc ça vous permet de faire du peer-to-peer aussi bien en vidéo qu'en audio, et même d'ailleurs au niveau des données, si vous avez envie d'envoyer des données en peer-to-peer, dans une logique de torrent. Eh bien WebRTC est très stable, l'API de WebRTC, les API en tout cas de WebRTC, est reconnue par... allez, on va aller voir dans Can I Use WebRTC. On va voir comment c'est supporté. Bon, vous avez vu, Edge, Firefox, Chrome... Ils supportent tous WebRTC, Safari, Opera, exactement, vraiment presque tous, sauf les Opera Mini et Internet Explorer. Pour le reste, c'est reconnu par tous les navigateurs couramment utilisés. Donc si vous avez envie de créer une application WebRTC, juste un rappel résumé de la chose sur Internet. Alors, on utilise quoi? TCP pour le transport de paquets, là c'est quelque chose de très sûr, c'est-à-dire que s'il y a un système d'acknowledgement qui fait que si un paquet est perdu, vous serez mis au courant et vous, par la personne qui n'a pas reçu, et vous renverrez le paquet. Donc en gros, à chaque fois que vous envoyez un paquet, la personne à qui est destiné le paquet, enfin la personne, l'ordinateur, la carte réseau, ce que vous voulez, vous informe, c'est bon, paquet reçu, hop, paquet pas reçu, donc à ce moment-là vous renvoyez le paquet renvoyé. Et sinon, ce qui est bien c'est que c'est sûr, l'inconvénient c'est que c'est pas rapide. Et avec UDP, vous pouvez envoyer très rapidement des choses, mais comme c'est très rapide, en face, il n'y a pas d'accusé de réception qui est envoyé. Donc, vous ne pouvez pas utiliser UDP dans vos navigateurs, parce que ce serait trop risqué. Sauf qu'avec WebRTC, comme vous avez un serveur
avec lequel deux clients qui veulent faire du peer-to-peer vont se connecter, ils vont se mettre d'accord via serveur. Bon, il y aura ce qu'on appelle du handshake. Handshake, c'est la poignée de main pour se mettre d'accord pour établir une connexion. Ensuite, les deux peers en peer-to-peer font leur vie tout seuls. C'est ultra schématisé que les spécialistes réseau m'en veuillent pas, mais pour les développeurs nous sommes, ça suffira largement. Et à ce moment-là, vous pouvez, étant donné que tout a été sécurisé par l'intermédiaire d'un serveur, mais à ce moment-là, vous pouvez ensuite passer à un protocole comme UDP qui est plus rapide. Le problème, c'est que ça reste quand même un peu compliqué d'utiliser WebRTC. C'est pour ça que vous pouvez utiliser des librairies comme PeerJS, et donc qui elles vous permettent d'utiliser plus simplement WebRTC. Vous pouvez vous amuser sans installer quoi que ce soit, en utilisant par exemple ce package, peerjs.min.js depuis unpackage.com, donc depuis un CDN. Et à partir de là, vous avez pour créer un peer, il suffit de faire un new peer. Et de là, ensuite, tout fonctionne par un système d'event emitters. Donc vous avez vu, vous avez des events comme open, quand vous voulez vous connecter à un peer serveur, parce que vous vous souvenez que vous communiquez en direct avec des peers, mais il faut quand même au départ qu'il y ait un serveur qui vous fasse le lien, puis qui vous indique quand quelqu'un est disponible. Je ne sais pas si c'est lui qui lui attribue un ID, il y a de fortes chances. Donc voilà, vous pouvez écouter des événements comme open, comme connection, on va en passer d'autres, comme stream, comme call. Donc la chose est bien simplifiée, et donc comme il vous faut un serveur, mais il se trouve que PeerJS vous met à disposition un serveur qui vous permet de pouvoir justement communiquer avec d'autres peers. Voilà. Lorsque vous avez des peers qui arrivent, si vous n'avez pas d'ID, en fait, c'est un peu des deux. Si vous n'avez pas d'ID, c'est le serveur qui sert d'intermédiaire, un brokering server, qui va vous communiquer un ID. Donc tout ça pour dire que WebRTC, ça fait maintenant des années que c'est très bien reconnu, on met à côté, par la plupart des navigateurs. Donc si vous avez besoin ou envie de faire des applications qui permettent de faire du peer-to-peer aussi bien en vidéo qu'en audio, et en ces temps de pandémie, et puis on ne sait pas quand ça va s'arrêter, si vous avez un projet basé sur la vidéo en peer-to-peer, c'est bien le bon moment pour le faire. Donc vous pourrez utiliser cette librairie PeerJS, et également vous avez ce real-time client-server communication, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne voulais pas cliquer là-dessus, qui vous permet en fait finalement d'utiliser WebSocket avec UDP, en utilisant WebRTC, protocole dont on parlait à l'instant, et Node. J'avais oublié aussi le cas de figure d'utilisation, ça peut être également sur les jeux. Le cas d'utilisation, c'est d'utiliser WebRTC également dans le cas de jeux. Imaginez que vous ayez, un jeu de Scrabble mondial, vous auriez des joueurs de Scrabble qui pourraient venir d'un peu partout, WebRTC serait très bien adapté à la chose, ou bien n'importe quel jeu collaboratif en direct. GeckoJS qui finalement vous permet de remplacer vos sockets qui vous permet d'utiliser WebRTC plutôt que des WebSockets. Donc ça ressort dans les newsletters. Donc si vous avez envie, parce que de nouveau, cette vidéo a été tournée en 2021, en pleine pandémie, donc où explosent les applications de peer-to-peer, que ce soit pour faire des conf calls ou n'importe quelle activité qu'on ne peut plus faire en vis-à-vis. Cette page mérite qu'on sorte du dark mode, tout simplement parce que c'est l'équipe qui est derrière, on va voir le logo qui est derrière Tailwind, qui a sorti ce projet qui vous permet d'avoir des composants totalement... Ce serait presque de la marque blanche de composants. Donc vous avez des composants qui ne sont pas stylisés, aussi bien que vous pouvez les intégrer facilement avec vos applications React ou Vue. Et la doc est extrêmement bien faite. Prenons par exemple le switch, qui permet d'avoir un toggle très esthétique. Et bien pour avoir l'exemple, vous pouvez choisir, admettons, Vue. Vous pouvez regarder comment vous feriez pour l'implémenter dans Vue. Eh bien il suffirait de faire un npm install de toute la librairie de composants. Et ensuite, pour pouvoir utiliser ce switch component qui vous permet d'avoir ce joli toggle plutôt que d'avoir une simple checkbox, vous auriez ce component à disposition switch. Vous voyez que pour les développeurs Vue, on voit bien qu'on le met dans son template. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'on a ce component switch et qu'on peut lui passer différentes propriétés. On peut l'associer à un modèle. Donc ce modèle qui va exister ici, c'est bien, ils utilisent la Composition API avec Native Setup. On voit qu'il s'appelle Enable, donc on a créé à l'aide d'une ref, cette propriété enable qui est bindée en two-way binding grâce à ce vModel. Ensuite, vous pouvez appliquer conditionnellement des classes. Pour les développeurs React, ça va pas être bien différent. Allez, on est sur React, on regarde, toujours la même logique, on installe, et à partir de là, on voit, cette fois-ci, on utilisera useState switch sur n'importe quelle composante et on l'utilise dans son JSX. Puis pour gérer l'état, on utilise un bon vieux hook, on peut dire bon vieux maintenant qu'ils ont près de 2 ans, useState, qui au départ sera false,
Et donc, pour récupérer sa valeur, false ou true, ce sera enabled, et pour la changer, ce sera set enabled. Bon, bref, ceux qui connaissent les hooks se retrouveront chez eux. Et bon, pas de choses pour Angular. Alors voilà, ce sera pour les développeurs React ou Vue, et d'autres components seront à venir. Donc vous voyez, il y a pour l'instant des menus, des listbox, etc. De quoi rendre vos applications plus esthétiques, sachant que derrière c'est quand même le projet Tailwind qui sont quand même leaders dans tout ce qui est CSS. Enfin, leaders, ils font partie des grands maintenant. Tailwind versus, bon, il y a Bootstrap évidemment. Oui, voilà, Bootstrap Bulma, voilà, non, sont plus modernes, Beautify pour les développeurs Vue, etc. Donc vous voyez, ils sont dans la cour des grands maintenant face à tout ce beau monde. C'est vite dit, mais ça mérite d'être dit, c'est que vous avez maintenant un subreddit consacré à JavaScript. Donc ça, je l'ai vu passer il y a une semaine ou deux, celui-ci, oui, 18 jours, 3 semaines presque. Donc voilà, si vous voulez voir ce qui se dit dans le monde de JavaScript sur Reddit, c'est possible en allant sur JSDev, sur le subreddit JSDev. Toujours, restons dans le monde du vanilla JavaScript, cet article long qui pourra vous être utile pour avoir à disposition beaucoup de ressources qui vous permettront de vous passer de certaines librairies quand vous avez besoin de faire des choses qui peuvent très bien être faites uniquement en vanilla JavaScript. Et surtout que bien maintenant, dans tous les navigateurs modernes, on peut servir d'API de JavaScript, d'API native de vanilla JavaScript qui permet de faire énormément de choses, que ça aille du simple fait d'animer des éléments du DOM ou de faire de la vidéo, de l'audio, de la géolocalisation. Donc vraiment, maintenant, avec vanilla JavaScript, on peut faire plein de choses. Je vous mettrai l'article parce qu'il est très long, donc vous pouvez voir des sites sur lesquels, si vous avez envie de vous mettre au vanilla JavaScript par petite dose, homéopathique on pourrait presque dire, eh bien vous pourrez faire 30 secondes de JavaScript tous les jours en regardant des exemples de code concret. Vous avez des sites dédiés sur tout ce qui est manipulation du DOM, donc que ce soit pour aller ajouter ou supprimer un élément, ou pour autoriser à utiliser certains caractères seulement, ou pour ajouter... bon, voilà, c'est des choses assez courantes, utilisées dans quasiment toutes les applications. Enfin bref, je vous laisserai parcourir la chose, vous avez beaucoup de ressources, notamment, et celle-ci également, j'ai failli oublier celle-là, quand vous avez des sites, vous arrivez sur un projet qui utilise jQuery, on vous demande de remplacer jQuery par du vanilla JavaScript, ce site vous sera très utile. Donc avec deux noms très explicites, vous n'avez pas besoin de jQuery, ou sinon en plain.js, you might not need, vous pourriez ne pas avoir besoin de jQuery. Donc saluons quand même jQuery, parce que pour ceux qui ont connu cette époque-là, à l'époque où les navigateurs avaient chacun leur façon de faire, où il fallait utiliser certains noms de méthodes pour faire certaines choses dans un navigateur, certains autres pour d'autres, jQuery c'était vraiment quelque chose qui était génial, qui nous a gagné beaucoup de temps. Et également, dès qu'il fallait qu'on fasse des animations, jQuery c'était quand même génial. Il faut reconnaître que quand vous regardez tous les plugins qui étaient proposés par jQuery pour créer, des accordéons, énormément de choses animables, c'était un vrai plaisir. Donc aujourd'hui, on est en 2021, donc jQuery c'est devenu le diable, mais ça n'a pas toujours été le cas, et donc si vous devez passer de jQuery à vanilla JavaScript, vous aurez plein de ressources qui vous permettront de le faire. Des librairies très légères vous seront présentées, qui seront très ciblées, ici ce sera pour tout ce qui sera autour des requêtes Ajax, Ajax ça se dit plus, c'est des requêtes des HTTP requests, tout ce qui est relatif aux chiffres, aux monnaies, etc. Bon, je vous laisserai parcourir l'article, il est très riche. Donc voilà, vanilla JavaScript, plus vous montrez en compétence dessus, plus il vous le rendra. Dans les applications de gestion, on a souvent affaire à du PDF, qu'il s'agisse d'en lire ou d'en produire. Et donc, vous savez, alors là, ce sera plus spécifiquement pour les développeurs React. Vous avez React PDF qui est en V2. Donc ce projet avait commencé en octobre 2016. Voilà, vous serez détaillé pourquoi est-ce qu'il y a eu cette V2. Finalement, ça a été un gros travail de réécriture avec quand même une rétrocompatibilité assurée. Cindresaurus, je vous en parle souvent parce qu'il est très productif. C'est un gars qui sort des packages je dirais pas la vitesse de l'éclair, enfin en tout cas il en sort, il est très régulier. Et donc vous avez ce package qui vous permet d'ajouter des liens dans les terminaux. Vous savez, quand vous lancez par exemple Visual Studio Code, admettons, lorsque vous lancez votre application Angular ou React ou Vue, vous avez remarqué que vous pouvez cliquer depuis le terminal sur un lien pour qu'il vous ouvre par exemple votre navigateur sur le port 4002 pour les développeurs Angular. Vous voyez qu'il est possible d'avoir des liens dans des terminaux. Grâce à ce petit package, vous pourrez facilement avoir des petites applications qui s'exécutent dans le terminal et qui pourront quand même permettre à vos utilisateurs de cliquer pour ouvrir. Tiens, qu'est-ce que ça ouvre ça? My site. Voilà, ça aura ouvert une autre page relative à Terminal Link.
Donc, une petite lib qui peut vous aider, surtout en ce moment, hein, tout ce qui est command line interface est populaire. Pour les développeurs React, si vous aimez pouvoir avoir des petites animations discrètes, mais qui enjolivent un site, vous avez vu, vous aurez... voilà, c'est la démo qui va avec, hein, je l'ai trouvé donc ici même. Donc, si vous avez envie de donner ces petits effets de tilt hein, là, dans les deux directions, si vous voulez que ce soit que dans Keep Floating, aussi j'ai pas trop vu la différence. Reverse Tilt, oui, quand ça vous appuie sur une carte, etc. Donc si vous avez envie d'avoir ces genres d'animation, on peut scaler là, plus petit, plus grand. Eh bien, pensez à React Parallax Tilt. Alors, j'ai pas été très Lego, hein, j'ai été Playmobil étant enfant. Donc là, ça va plus parler, mais même sans ça, vous allez voir, ce site est impressionnant. Il n'est pas tout récent, mais je l'ai revu passer dans des newsletters. Et si vous entrez, bon, on n'a pas la musique parce que pendant que j'enregistre, ça coupe le son. Eh bien, vous allez sans doute entendre des sons qui vous parleront si vous avez joué sur des consoles Nintendo. Et là, vous voyez donc tout ce qui a été fait en mode Lego, hein, c'est en 3D et c'est vraiment impressionnant. Par exemple, si on veut voir... allez, on va défiler simplement en naviguant, on pourrait utiliser le menu. Mais c'est un boulot incroyable niveau graphisme. Ouais. Donc je vous mettrai le lien en vidéo. Je sais pas pourquoi c'est sorti à ce moment-là, ressorti dans les newsletters. Oui, parce qu'il était question d'une petite librairie qui permet d'ajouter des confettis, des choses comme ça. Et l'auteur disait qu'en gros, bon, ouais, c'est rien par rapport. C'est sympa, mais c'est rien par rapport. Et puis il recitait ce site. Donc je n'ai pas vu passer donc, à l'époque, donc je vous le présente, c'est quand même impressionnant. Bon, on voit des choses qui volent en forme de Lego, des voitures qui passent. Mais après, si vous avez été joueur sur certaines consoles, j'imagine qu'il y a des choses qui vous parleront. Un dinosaure, un surfeur, un skater, des bateaux. Non, mais c'est niveau graphisme, c'est vraiment impressionnant. Donc voilà, c'est plus ce petit moment détente. Je me demandais ce qui se passait avec Meteor ces temps-ci, parce qu'en fait, Meteor a été racheté par une boîte canadienne, si je me souviens bien, et qui a remis des billes dedans. Or, Meteor, c'est un framework qui était bien né, hein, tellement bien né qu'il y avait quand même des grosses pointures qui ont participé à Meteor depuis le début. Hein. Je pense notamment à Evan You, qu'on connaît bien via Vue. Il avait été membre de l'équipe de Meteor. Et donc Meteor était un framework qui vous permettait de créer facilement des applications full stack JavaScript avec tout un écosystème. Et bien maintenant, la V2 de Meteor est sortie et elle vous permet notamment, j'avais l'article quelque part, le voici. Bon, ça date déjà de janvier, mais bon, je ne l'ai pas vu passer, donc c'est pour ça que je vous en parle maintenant. Et vous avez la possibilité de facilement déployer vos applications à l'aide d'une simple ligne de commande. Et ça, c'est des choses très contemporaines. Hein. Quand vous utilisez Firebase, pareil, Firebase déploie une ligne de commande suffit. Si vous utilisez Vercel, anciennement Zeit Now, une ligne de commande suffit. Pour tout ce qui est Jamstack, c'est la même chose. Je pense à Netlify notamment. Et bien maintenant, vous avez la possibilité de facilement déployer gratuitement vos applications Meteor, grâce au Meteor Cloud, ce qui inclut également une base de données MongoDB. Donc, il y a aussi le Hot Module Replacement, ça c'est fourni pour quand vous utilisez React, donc en front, puisqu'avec Meteor vous avez tout, hein, vous choisissez votre front, nativement c'était avec Blaze, et ensuite c'est ajouter React, puis il y a eu Angular, ou React Angular, je ne sais plus dans quel sens ça s'est fait, Vue, il y a le Hot Module Replacement qui fait que vous pourrez reloader très facilement, et même retrouver l'état qu'avait votre application. Donc parfois vous modifiez une partie de votre application, vous êtes obligé de renaviguer vers une page, changer des menus roulants, cocher des choses, c'est pénible quand vous devez le faire 50 fois. Et bien avec ça vous conservez l'état de votre application pendant que vous développez. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre de remarquable? C'est déjà très bien. Donc si vous voulez rejouer avec Meteor, n'hésitez pas, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises en France notamment qui continuent à utiliser Meteor. Moi j'ai un client, c'est lui qui m'avait remis sur Meteor parce que ils s'en servent beaucoup dans leur entreprise, aussi bien souvent avec React en front et Meteor en back avec MongoDB en base de données. Donc Meteor, hein, ce sera peut-être, c'est rare mais ça arrive, hein, le fait qu'une techno qui était très en vogue revienne, mais si elle ne revient pas, de toute façon elle continue. Et comme disait Thomas Jarand dans une vidéo dans laquelle je l'avais interviewé, parce qu'il avait des super projets perso qu'il faisait, il avait fait une remarque qui m'avait marqué à ce moment-là. Il m'a dit, tu sais, quand une techno n'est plus hype, elle existe toujours. C'est la preuve avec Meteor. Donc Meteor continue à évoluer. Donc n'hésitez pas de nouveau à lui consacrer du temps sur un side project ou autre, parce qu'il continue à aller dans le bon sens.
Allez, un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.